Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans cette seconde partie du Libre Journal des Sciences. Libre Journal des Sciences dirigé et animé par votre serviteur David Mascret. Libre Journal des Sciences consacré aujourd'hui à une question qui nous touche tous, nous concerne tous, la question de l'éducation. Quelle est la conception française de l'éducation? Quel est l'idéal scolaire français? Pourquoi l'école est-elle aujourd'hui en France l'objet de tant de débats? Pourquoi l'école manque-t-elle à sa mission fondamentale de transmission et d'éducation par bien des aspects? C'est ce que nous essayons d'aborder aujourd'hui dans le cadre de ce Libre Journal des Sciences avec Yves Morel. Yves Morel, bonsoir. Vous êtes fonctionnaire de l'éducation nationale, vous êtes l'un de nos meilleurs spécialistes de l'institution scolaire, vous êtes historien de l'éducation et vous avez publié tout récemment un ouvrage extrêmement érudit et complet sur cette question. La fatale perversion du système scolaire français, paru aux éditions Via Romana, un ouvrage de plus de 300 pages qui s'attache à analyser les causes proches et lointaines de l'échec du système scolaire français, de ses difficultés contemporaines et plus généralement du débat qui se noue et n'en finit plus de se nouer autour de la question de l'école. Alors, évidemment, c'est une question qui nous concerne tous, c'est une question dont on a vu qu'elle est fondamentalement liée à l'histoire contemporaine de la France, plus particulièrement même à la formation et à la constitution, la consolidation de la République française. Et sans doute, la crise de l'école n'est-elle pas sans lien avec la crise même de la République, avec la crise plus généralement de notre société. C'est un thème qu'évidemment je me suis attaché pour ma part à aborder et à analyser dans le cadre d'un ouvrage dont je rappelle le titre aux auditeurs de Radio Courtoisie, De la France, paru aux éditions de l'Infini, un ouvrage qui s'attache à sonder les causes précisément de ce mal-être français, cette crise de l'identité nationale, et où je m'efforce précisément de montrer que, contrairement à ce que beaucoup d'hommes politiques ont voulu nous faire croire, nous ne sommes pas seulement le fruit d'une volonté de vivre ensemble, mais nous sommes aussi l'héritage d'un grand legs civilisationnel, culturel. Nous ne venons pas de nulle part. Nous sommes d'abord et avant tout des héritiers, et que ce génie français, cette langue française, cette culture française, cette science et ces arts français, eh bien, c'est à nous de nous les réapproprier, par l'école bien sûr, mais au-delà d'institutions scolaires, par tout un ensemble de vecteurs qui, précisément, nous font être ce que nous sommes, c'est-à-dire fiers d'être français. Cet ouvrage, donc je le rappelle, peut être acquis en s'adressant aux éditions de l'Infini, soit sur le site des éditions de l'Infini, www.editions-infini.fr, soit en commandant l'ouvrage aux éditions de l'Infini, 61 rue du Jard, 51 100 Reims, 61 rue du Jard, 51 100 Reims. Pour la modique somme de 22 €, vous aurez donc cet ouvrage de la France qui s'attache précisément aussi à sonder à sa manière les causes de la crise de l'identité nationale et de la crise de la civilisation française. Alors, en parlant d'ouvrage, je lance un petit appel au peuple. Je redemande à tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui m'auraient acheté des ouvrages lors de la dernière fête de Radio Courtoisie le 19 juin 2011 de bien vouloir se mettre en contact avec moi en m'écrivant à l'adresse courriel suivante: david.mascre, mascre, @gmail.com. Je répète, david.mascre@gmail.com. Donc tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui m'auraient acheté un ouvrage lors de la dernière fête de Radio Courtoisie le 19 juin 2011 sont priés de se mettre en contact avec moi via notamment cette adresse mail ou éventuellement en écrivant à mon nom à la radio. Yves Morel, vous nous avez décrit lors de la première partie de cette émission
les causes lointaines de la crise de l'institution scolaire, la crise contemporaine de l'école. Vous nous avez montré notamment l'importance du moment révolutionnaire de l'étape de 1789, tout en soulignant à juste titre, sur un certain nombre d'aspects, les héritages pré-révolutionnaires qui existaient déjà à travers la conception jésuite ou oratorienne de l'école. Vous nous avez montré comment, effectivement, la conception de Condorcet, ou à sa manière celle de Le Pelletier de Saint-Fargeau, avait profondément influencé la structuration même de l'institution scolaire à la française, et comment, en un sens, le débat contemporain entre républicains et pédagogistes n'était qu'un débat en trompe-l'œil, puisque tous deux, d'une manière ou d'une autre, se rattachaient à cet épisode fondateur de 1789. Et alors, par opposition à cette période fondatrice de 1789 et des années suivantes, vous avez commencé d'évoquer cette époque également très importante pour l'histoire ultérieure de l'institution scolaire et de l'institution universitaire française, qui est la période napoléonienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En quoi Napoléon poursuit-il l'œuvre de la Révolution et en quoi, au contraire, s'inscrit-il en rupture avec l'œuvre de la Révolution en matière scolaire et universitaire ? À vrai dire, Napoléon, en matière scolaire, rompt plus avec la tradition révolutionnaire, avec, non pas la tradition, mais avec l'œuvre de la Révolution qu'il n'en poursuit la politique. Parce que, comme je vous l'ai dit, la Révolution avait conçu, sous sa période thermidorienne, des écoles centrales portées essentiellement sur l'enseignement scientifique et l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Beaucoup plus que sur l'enseignement des humanités. Avec Napoléon, au contraire, on a un retour en arrière, on a un retour à la culture exclusive des humanités. Dans les lycées et les collèges napoléoniens, l'enseignement est constitué essentiellement par l'enseignement des humanités gréco-latines. Il y a très peu d'histoire et de géographie, assez peu de mathématiques, les sciences ne sont pratiquement pas cultivées et il s'agit là d'une politique tout à fait volontaire et déterminée de Napoléon. Napoléon estimait que les humanités formaient des gens aptes à l'abstraction, à la saisie des abstractions, à la conceptualisation et à la saisie à la perception des nuances. Les humanités formaient, si on peut dire, des esprits de finesse et des esprits ouverts aux idées générales. De même, les mathématiques. Napoléon accordait une certaine importance à l'enseignement des mathématiques afin de former des esprits logiques, des esprits cohérents, clairs. Il faut dire que Napoléon concevait son université de France comme une fabrique d'administrateurs. Il comptait sur elle pour produire les élites de son administration, pour produire les élites de ses fonctionnaires, pour produire ses futurs fonctionnaires. Il ne comptait pas tellement sur elle pour fabriquer des cadres de l'industrie et du commerce. Ça, il ne s'en souciait absolument pas. Il comptait sur elle pour former les cadres de l'administration en premier lieu et en second lieu les professions libérales. C'était son objectif. Et en cela, pour cette raison, il a complètement rompu avec l'œuvre révolutionnaire. Cependant, il a quand même continué l'œuvre de la Révolution dans la mesure où il n'a pas recréé les collèges jésuites. Les jésuites, vous savez que les jésuites ont été interdits par Louis XV en 1774. En 1762, les jésuites, en 1762, l'ordre des jésuites a été interdit en France, sur le territoire national français, par Louis XV. Et il n'a été réautorisé en France qu'en 1814, après la chute de Napoléon. Napoléon n'a donc pas recréé les collèges jésuites.
il a créé ses propres collèges à lui, des collèges d'État et des lycées d'État. Oui, des collèges impériaux et des lycées impériaux. Il a bien créé l'Université de France, qui était une institution d'État et une institution laïque. Enfin, laïque, par laïque, je veux dire, avec une administration et des maîtres. Impériale, disons, qui ne dépendait pas de l'Église. Même s'il y avait, je crois, quelqu'un comme Monseigneur Emery et plusieurs tout à fait, intellectuels qui faisaient partie de l'université impériale. Tout à fait, mais les maîtres, la plupart des maîtres étaient de condition laïque, ce n'étaient pas des ecclésiastiques, et les fonctionnaires de cette université de France étaient des laïcs aussi. Quelques noms, c'était Victor Cousin, Royer Collard. Enfin Victor Cousin, oui, mais après, parce que Victor Cousin est quand même né en 1792, et il n'avait que 22 ans à la chute de l'Empire. Mais enfin, l'université napoléonienne a survécu à Napoléon. Mais ce que je veux dire, c'est que cette université était laïque du point de vue de la condition de ses maîtres et de ses administrateurs. Mais elle n'était pas laïque dans son enseignement. L'enseignement, il y avait un enseignement religieux. On y dispensait un enseignement religieux et une morale religieuse. Mais Napoléon a donc, comme en bien d'autres domaines, consolidé l'œuvre de la Révolution française. Il a consolidé le bilan révolutionnaire. Il a maintenu la rupture avec les collèges d'Ancien Régime. Mais cela dit, du point de vue du contenu, des méthodes et de l'esprit de l'enseignement, il a renoué avec les collèges jésuites de l'Ancien Régime, incontestablement. Et parce qu'il avait une conception de l'enseignement axée sur la formation des élites de l'administration, essentiellement. Alors, je vous remercie de pointer du doigt effectivement l'importance de cet héritage napoléonien, parce que d'abord, c'est souvent un aspect aujourd'hui trop méconnu de l'histoire de France. Oui, et puis en même temps, parce qu'il montre justement l'ambivalence de Napoléon par rapport à la Révolution. Ce que je note dans ce que vous venez de nous dire, je vous demanderai peut-être de développer encore un peu, c'est cet aspect paradoxal quant au contenu de ce qui est enseigné dans l'école, dans les lycées, dans l'université napoléonienne. C'est-à-dire que c'est un retour finalement aux disciplines les plus théoriques, le grec, le latin, les mathématiques, par opposition à l'esprit pratique des écoles centrales, à ce côté Diderot, l'esprit de l'encyclopédie. L'héritage des Lumières. L'héritage des Lumières. Mais alors, pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment, paradoxalement aussi, que Napoléon, c'était quelqu'un qui était extrêmement pragmatique, notamment l'école polytechnique, qui est tout de même l'un des fers de lance de l'administration napoléonienne et du recrutement, notamment des militaires, était d'abord là pour fabriquer des artilleurs, des gens qui étaient capables de calculer la trajectoire des obus. Donc il y avait bien une nécessité très pratique. On ne faisait pas des mathématiques pour le plaisir de faire des mathématiques. Non, tout à fait. Fourier qui faisait aussi des expéditions, les Champollion, toutes les expéditions en Égypte. Il y a toute cette geste, j'allais dire, scientifique qui va être associé à l'épopée napoléonienne. Oui, absolument. Mais l'école polytechnique avait à cette époque une finalité principalement militaire, scientifique en second lieu. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que Napoléon, en matière d'enseignement comme en bien d'autres domaines, a fait une sorte de synthèse de l'Ancien Régime et des acquis révolutionnaires. Bon, il a consolidé le bilan de la Révolution, mais il a incontestablement opéré un retour en arrière sur bien des points. Et en particulier au niveau de sa conception de l'enseignement. Il a complètement renoué avec l'enseignement classique que les jésuites avaient fondé au XVIIe siècle. Et l'université napoléonienne, l'université de France créée par Napoléon, a quand même constitué l'essentiel de tout notre système scolaire et universitaire jusqu'à la fin du XIXe siècle et même jusqu'à la fin, jusqu'au dernier tiers, jusqu'à l'avant-dernier tiers plutôt du XXe siècle. Une université d'État centralisée, monopolistique, ayant le monopole de la collation des grades
et dans lesquels les humanités étaient les disciplines reines. Voilà. Et donc, Napoléon, de ce point de vue-là, a renouvelé avec la tradition classique d'Ancien Régime contre l'esprit d'émancipation de l'esprit, contre l'esprit d'émancipation de la connaissance que les Lumières avaient institué. Alors, vous avez souligné avec force, effectivement, la rupture introduite par Napoléon, en tout cas quant au contenu de l'enseignement, mais vous soulignez aussi un autre aspect qui est très important, évidemment, qui va être tout à fait décisif pour la suite de notre propos et la suite de l'histoire de France, qui est la rupture ou la réforme très profonde introduite par Napoléon quant à la structuration même de l'institution scolaire et universitaire. Évidemment, qui va avoir une incidence de très long terme, non seulement sur la fabrication de l'école, la structuration de l'école, mais aussi sur ce qu'on va appeler, après les années 60, la crise de l'université. Je vous cite. Lycées et facultés sont organisés, donc à l'époque de Napoléon, sur un mode à la fois monacal et militaire. Les professeurs parlent en chaire, sont astreints au port de la toge et de la toque, au célibat et à la vie commune, font l'objet d'une surveillance morale rigoureuse et se trouvent ainsi en situation de ne se consacrer qu'à leurs études et à leur métier. Ainsi, Napoléon crée un corps enseignant. C'est un héritage évidemment qui sera apporté à de très nombreuses conséquences. Mêlant les caractéristiques des universités médiévales, donc le cours ex cathedra, mais aussi la collation des grades de bachelier, licencié docteur, donc ce système bachelier, licencié docteur date de Napoléon, le recrutement des maîtres par cooptation, ce qu'on retrouve dans le fonctionnement de l'université actuelle, le retrait du monde, et ceux, donc, d'une part, donc, mêlant les caractéristiques des universités médiévales et ceux de l'administration jacobine de la France nouvelle, c'est-à-dire intégration au service de l'État, donc fonction publique, soumission à ses lois, décrets et règlements, caractère national des diplômes, c'est aussi une spécificité très forte de la France, par opposition à l'Allemagne notamment, nomination officielle des maîtres après élection par leurs pairs pour les facultés des lettres et des sciences, recrutement par les concours de l'agrégation pour les lycées et les facultés de droit et de médecine. Donc on voit là tout un ensemble d'éléments, j'allais dire administratifs, institutionnels, qui vont profondément marquer le système universitaire et scolaire français. Alors en quoi cet épisode napoléonien a-t-il été absolument fondateur pour la suite de cette histoire ? Oui, c'est Napoléon qui a fondé notre système scolaire et universitaire tel qu'il a subsisté à travers de multiples changements, toutefois, jusqu'à la fin du XXe siècle, avec un système jacobin, centralisé, monopolistique, ayant le monopole de la collation des grades. Et Napoléon a en quelque sorte posé les prémices du débat qui nous obsède aujourd'hui, du débat permanent qui siège au cœur des passions françaises sur la question scolaire, en séparant rigoureusement l'enseignement du peuple de l'université. L'université réservée à l'élite, l'enseignement du peuple étant coupé de l'université. Vous savez que Napoléon s'est peu intéressé à l'enseignement primaire. Il a laissé dépérir les écoles primaires créées par la Révolution. Il a fermé les écoles normales d'instituteurs. Et en 1802, il a confié l'enseignement populaire aux frères des écoles chrétiennes. Donc là, un retour complet, retour à l'ancien religieux. Retour à l'ancien régime. En lien finalement avec la question du concordat, c'est-à-dire la religion est une sorte de facteur décisif de ciment social qui permet l'établissement de l'ordre dans la société. Totalement. Donc Napoléon a créé une université pour l'élite et le signe le plus tangible de l'appartenance à l'élite, c'était la détention du titre universitaire et à l'époque, principalement du baccalauréat. Le baccalauréat qui instituait cette séparation rigoureuse
entre ceux qui faisaient partie de l'élite et ceux qui n'en faisaient pas partie. Le baccalauréat créé en 1802 par Napoléon. Donc ça, c'est une étape absolument décisive. Évidemment, on sait que la France est absolument, j'allais dire, attachée de manière quasiment sacrale à cette institution du baccalauréat. Oui, totalement, les lauriers attribués, les baies de laurier attribuées à ceux qui réussissent l'épreuve. C'est l'épreuve qui clôt en quelque sorte tout le cycle secondaire. C'est vraiment... Quand on parle de la question du bac aujourd'hui, on voit bien que le diminutif d'ailleurs va de pair avec la déchéance de l'institution. Voilà, c'est justement la mise en avant de cette sorte de faillite à partir du moment où on a voulu garder cette institution extrêmement élitiste consacrée par donc l'obtention de ces lauriers du baccalauréat, tout en promouvant une sorte de démocratisation, voire de massification qui fait que tout un chacun peut aujourd'hui être bachelier. Voilà. Et pendant longtemps, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, dans la première moitié du 20e, on divisait la société française, enfin, au niveau des croyances populaires, au niveau de la mentalité populaire, entre les bacheliers et les non-bacheliers. Oui, son bachot, ça voulait dire quelque chose. C'est un érudit. Ça signifiait quelque chose. Le baccalauréat avait une valeur hautement symbolique à l'époque. Et on peut rappeler, d'ailleurs, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, que je crois jusque dans les années 20 ou 30, moins de 2% de la population française avait son bachot. Voilà, exactement. C'était vraiment un diplôme d'élite. Oui, tout à fait. Le baccalauréat signait l'appartenance à l'élite, attestait de l'appartenance à l'élite, absolument. Seulement, là est un des vices de notre système scolaire, c'est que Napoléon, en créant cette université de France pour la formation de l'élite, en coupant à l'évidence de manière saillante, de manière bien en relief, l'élite du peuple, a puissamment insufflé dans le corps social français l'idée d'une démocratisation de l'enseignement par l'accès de tous à cette université et à cette culture classique de l'élite. Et par la suite, lorsqu'il s'est agi de développer, de généraliser l'instruction publique, d'étendre l'enseignement secondaire à des couches nouvelles de la population, on l'a conçu comme une généralisation de la culture classique de l'université et comme une généralisation, une extension démesurée de l'université qui ne correspondait, qui ne convenait en fait qu'à la formation d'élites traditionnelles. Alors, je comprends une partie du propos, mais tout de même, il soulève quelques objections fortes, me semble-t-il. Dans l'esprit de Napoléon, me semble-t-il, c'est-à-dire en phase avec l'ensemble de son œuvre, l'institution des systèmes de distinction et de décoration, notamment la promotion de la Légion d'honneur, la remise des grades en fonction du mérite dans l'armée, avec des généraux comme Lannes ou Murat qui sont nommés dès 27 ou 28 ans à la tête de corps d'armée. L'intégration aussi, la réouverture des 4 académies, la réforme de l'académie avec notamment la promotion de jeunes savants comme Monge, comme Fourier. Lui-même, d'ailleurs, rappelons-le, était membre de l'Académie des sciences. C'est tout de même un signe de l'attachement qu'il portait aux sciences et en particulier aux mathématiques. On sait qu'il a fait quelques théorèmes tout à fait intéressants. Dans l'idée de Napoléon, il ne s'agissait nullement de procéder à une massification de l'université. Absolument il y avait au pas. contraire une volonté d'établir des distinctions très nettes. On est dans un système ultra méritocratique. Absolument pas, mais ce sont, si vous voulez, son invention, c'est en quelque sorte retourner contre lui de la même façon. Oui, de la même façon que l'école primaire de Guizot s'est retournée contre ses intentions premières. Napoléon a créé l'Université de France pour la formation de l'élite. Ce faisant, il a coupé d'une façon évidente l'élite du peuple. Il l'a instituée en tant qu'élite bien visible, pourvue de titres hautement symboliques comme le baccalauréat et les autres titres universitaires. Et par là même, il a incité, il a poussé, il a donné naissance à un mouvement de revendication démocratique
par élargissement à tous d'un enseignement qui n'était conçu au départ que pour la formation d'une élite restreinte. D'où par la suite, finalement, la généralisation du baccalauréat et la distribution pléthorique des titres universitaires. Alors, Et l'entrée de tous, la massification des études les plus classiques, alors qu'il aurait fallu élargir l'enseignement secondaire et supérieur par la création de cursus nouveaux adaptés aux évolutions réelles du pays. alors, une nouvelle fois, je comprends une partie de votre critique. En même temps, je pense que là, vous péchez peut-être un peu par anachronisme. En tout cas, on a le sentiment que vous plaquez sur l'époque napoléonienne, ce qui est une préoccupation, effectivement, ou un discours qui va sourdre et apparaître de façon beaucoup plus massive à partir des années 1880, 1890, justement, au moment où ce sont les républicains opportunistes, qui étaient d'ailleurs beaucoup des anti-napoléoniens, en tout cas qui étaient opposés à Napoléon III, le petit-neveu de Napoléon Ier, à partir du moment où ces hommes sont arrivés au pouvoir. Parce qu'on peut rappeler tout de même pour l'épisode napoléonien qu'évidemment, il arrive après la Révolution française, donc à une époque où toutes les aristocraties ont été soit exilées, soit décapitées, guillotinées. Et donc, il lui faut bien, non seulement des cadres, mais reconstituer une sorte de noblesse d'État. Oui. Il lui faut bien donner des instruments de distinction qui lui permettent de gratifier, de remercier ceux qui ont le mieux servi l'Empire. Et donc, c'est sans doute dans ce cadre-là, à l'époque où justement la nature ayant horreur du vide, il manque absolument de système de distinction, il faut mettre fin au chaos révolutionnaire et donc rétablir une méritocratie très, très efficace, même si elle fonctionne par la voie de la subordination et de l'obéissance. C'était son but seulement en créant une nouvelle aristocratie fondée sur la Légion d'honneur ou les titres universitaires. Il a instillé dans l'homme de notre peuple, tout au long du XIXe siècle, une espèce de revendication démocratique la volonté d'imitation. Oui, une volonté d'imitation et la revendication d'un accès généralisé à des choses qui n'étaient prévues au départ que pour la sanction d'une élite. Alors tout de même, est-ce que cette revendication, pour revenir au XIXe siècle, elle est vraiment le fait du peuple? Non, elle n'est pas le fait de la bourgeoisie. On a tous en tête, évidemment, le roman de Victor Hugo. Est-ce que Gavroche veut vraiment avoir le titre, ou est-ce que c'est pas plutôt Homère, en fait Oui, voilà. Le peuple lui-même n'est jamais à l'origine de rien. En fait, il s'agit de certaines couches de la bourgeoisie républicaine, et de certaines couches de la bourgeoisie, et puis des classes nouvelles montantes qui ont eu cette revendication et qui ont conçu la démocratisation de l'enseignement, l'ouverture de l'enseignement comme une extension à tous de formation qui n'était conçue que pour des élites traditionnelles, les élites de l'administration, du barreau et de la magistrature. Alors, essentiellement, puis de l'armée aussi. C'est un point très important parce que je crois qu'effectivement, il ne faut pas que nous confondions les thèmes. Aujourd'hui, la question de l'égalité se pose dans des termes très, très, très francs. On oppose une égalité formelle à l'égalité réelle. Oui. Et l'idée, c'est effectivement que tout possesseur de la carte d'identité française doit avoir exactement les mêmes droits, quelle que soit son origine, sa race, sa religion. À l'époque du 19e siècle, la conception de la citoyenneté, c'est quand même d'abord et avant tout celle d'une citoyenneté censitaire. C'est la République censitaire ou la République des notables. Donc ces gens qui s'opposent à Napoléon, en fait, sont des bourgeois qui veulent imiter l'aristocratie de robe ou l'aristocratie d'épée, mais qui ne l'acceptent qu'à la condition qu'eux-mêmes soient distingués du peuple. C'est toute la question, effectivement, de ces hochets que deviennent les diplômes. Il faut exciper d'un diplôme. Le médecin est un notable, l'avocat est un notable, qui, par son diplôme, d'ailleurs, qu'il affiche, d'ailleurs, ostensiblement dans son cabinet, se distingue de sa clientèle, de ce petit peuple qui, lui, n'est pas instruit ou n'a pas accès au latin, aux titres universitaires. Tout à fait. Et c'est en cela qu'on peut dire que, comme vous le disiez à l'instant, cette invention de Napoléon s'est retournée contre ses intentions premières, de la même façon que
l'école primaire s'est retournée contre les intentions premières de Ferry, pas de Ferry, de Guizot. Que voulait Guizot en créant l'école primaire? Il voulait pacifier le peuple, disons, l'éduquer, l'apprivoiser par l'instruction, en quelque sorte, le rendre pacifique par l'instruction. Il disait un peuple ignorant était nécessairement un peuple féroce, que les révolutions étaient faites, les révolutions et les destructions étaient opérées par des masses d'ignorants, et que par conséquent, il fallait, par les lumières de l'instruction, les lumières de la connaissance, élever spirituellement et moralement le peuple, et faire assurer cette éducation par des maîtres issus du peuple, assez instruits pour accéder à une certaine sagesse, et assez proches du peuple pour se mettre à leur portée, à sa portée. Seulement, le problème, c'est que ça a produit exactement le résultat inverse. C'est que du même coup, on a eu d'un côté l'école du peuple, de l'autre côté l'université de l'élite, et que par conséquent, une revendication d'égalité, une revendication d'unification et de démocratisation de l'enseignement secondaire et supérieur s'est fait jour tout au long du XIXe siècle, et les instituteurs qui étaient censés être les guides éclairés du peuple, les amenant par la lumière de la connaissance à l'acceptation de l'ordre établi, institué par la Révolution française et par la charte révisée de la monarchie de Juillet, ces instituteurs, en raison du divorce existant entre leur niveau de connaissance, leur niveau de culture et la modicité de leur traitement et de leurs origines, se sont faits revendicatifs. Oui, là, nous rejoignons effectivement tout un autre pan de l'histoire de France, qui est la question de la culture révolutionnaire, notamment effectivement dans les classes populaires et dans une partie du corps enseignant, avec une revendication non seulement matérielle, par opposition aux bourgeois des villes, l'instituteur de campagne, mais aussi une revendication politique. Et évidemment, c'est là-dessus que va s'appuyer massivement toute une partie de l'establishment de la République opportuniste, notamment Ferry, notamment Paul Bert, notamment Buisson, avec effectivement cet épisode qui va conduire aux grandes luttes anticléricales, en fait, qui sont aussi des luttes sociales contre les bourgeois et l'aristocratie. Mais je veux bien revenir un instant sur cet épisode Guizot, parce que derrière cette question sociale, effectivement, du maintien de l'ordre et la volonté de faire en sorte que le peuple ne tombe pas à nouveau dans les sursauts révolutionnaires, dans les revendications égalitaires ou dans cette logique des jacqueries qui finalement traverse toute l'histoire du XVIIIe et du début du XIXe siècle. On peut rappeler que 1830, ce sont les Trois Glorieuses. Ça se termine tout de même par même si c'est une révolution bourgeoise, il y a tout de même des épisodes révolutionnaires forts. Il y a 1834, la révolte des Canuts. 1848, la première révolution de février débouche sur celle de juin qui se termine par un bain de sang. On a tout de même toute cette figure, effectivement, du petit peuple extrêmement agité et toujours prêt à passer à la révolte, aux barricades. Et donc, cette idée qu'on retrouve dans tous les romans de Hugo, mais aussi un peu dans l'éducation sentimentale de Flaubert, qui nous retrace bien toutes ces journées révolutionnaires, que l'ignorance est le mal à combattre, parce que l'ignorance, c'est ce qui conduit à la violence, à la barbarie et au chaos. C'est ce que pensait Guizot, et il l'a pensé d'ailleurs bien avant 1830, il l'a pensé dès 1816 dans son essai sur l'instruction publique. Il décrit justement, il présente justement l'ignorance comme la cause de toutes les violences et de toutes les révolutions. Et c'est d'ailleurs assez
assez curieux parce que Guizot ne semble pas voir que les révolutions sont faites par des élites bourgeoises, des élites nouvelles, et que le peuple ne fait que suivre. Guizot semble croire que le peuple est directement à l'origine des révolutions, des violences, et il entend conjurer cette propension naturelle du peuple à la violence et à la subversion par les lumières de l'instruction et de la foi aussi. Parce que l'enseignement, selon Guizot, n'est pas un enseignement laïque. Il ne faut pas l'oublier. Alors là, c'est un épisode absolument capital parce qu'on voit bien, c'est d'ailleurs très bien résumé aussi dans l'œuvre de Victor Hugo, qui là est tout à fait en phase avec une partie de l'histoire de France et de la société française. Donc cette figure de Jean Valjean, c'est-à-dire celui justement qui est dans les ténèbres de l'ignorance, le forçat, le bagnard, celui qui est exilé au sein même de la société française et qui, en autodidacte, mais petit à petit, à force d'instruction, va se refaire une virginité, va devenir un modèle de vertu et de moralité, tout en étant toujours, en quelque sorte, tourmenté par effectivement ce passé lointain qui revient à la charge, qui se rappelle à lui. Mais en même temps, c'est l'idéal justement d'émancipation de celui qui, se comportant vertueusement, peut se reconstituer, se redonner une identité nouvelle. Monsieur Madeleine n'est plus Jean Valjean, n'est plus le bagnard, même s'il est poursuivi par Javert, qui lui, au contraire, est l'image même de cet ordre implacable et peut-être obstiné, qui ne supporte pas la moindre faute, la moindre faille. Oui, et tous les deux proviennent finalement du même milieu, des mêmes origines populaires, finalement. C'est ce qui est... Mais une des grandes caractéristiques de cette époque, c'est l'émergence d'un courant dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, face à cette vision soit, j'allais dire, cléricale et en partie, j'allais dire, en réseau ou international, qui était celle de l'Ancien Régime avec la concurrence des différents ordres, les oratoriens, les jésuites, les salésiens, soit celle qui était au contraire extrêmement monolithique, centralisatrice de la Première République. Après 1815, on voit émerger une conception nouvelle qui est celle des libéraux. Alors j'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus. Oui, effectivement, avec la Société pour l'instruction élémentaire, fondée en 1815, avec des gens comme Girandeau, Lasteyrie, Laborde et autres. Oui, effectivement, il y a eu une période libérale, une période d'efflorescence libérale en matière d'enseignement. Des gens qui étaient des libéraux, qui étaient à la fois des monarchistes, non pas des progressistes ou des républicains, c'était des monarchistes constitutionnels, politiquement libéraux, et qui entendaient développer l'instruction élémentaire, l'instruction populaire, pour des raisons semblables à celles que j'indiquais tout à l'heure chez Guizot, c'est-à-dire qu'il pensait qu'un peuple éclairé est le meilleur garant de la pérennité de l'ordre social, et il pensait que l'instruction éduquait, au sens propre du terme, élevait spirituellement et moralement chaque individu et le peuple en général. Et par conséquent, ils entendaient la développer, et ils entendaient la développer sur le mode libéral, c'est-à-dire par des associations d'écoles libres, qui se seraient multipliées sur tout le territoire national. Et ils ont demandé, effectivement, l'institution d'une loi permettant à ces associations de développer leur effort. Mais cette période n'a pas duré très longtemps, parce que dès la période de la Restauration, en particulier dès 1822, les ultras au pouvoir, qui, on peut le rappeler, ce sont les royalistes très attachés à la Restauration, retour à la monarchie de droit divin. Les ultras étaient les royalistes attachés à la monarchie, au rétablissement de la monarchie de droit divin, et absolument hostiles au legs de la Révolution française. Bon, ils étaient partisans, disons, d'une certaine manière, d'un retour en arrière. Et les ultras au pouvoir, à partir de décembre 1821, se sont avisés du fait que, ayant les commandes, il leur était plus facile, par l'omnipotence de l'État, de contrôler l'enseignement, donc de contrôler les hommes. Et ils ont renoncé
à supprimer la charge de grand maître de l'université. Ils ont renoncé à supprimer l'université de France. Simplement, ils ont placé un des leurs à la tête de cette université de France, en l'occurrence Monseigneur Frécinus. Oui, donc ils sont fondus dans le moule Oui, napoléonien. totalement. Ils ont renoncé à démanteler l'université de France. Et ce faisant, ils ont laissé subsister le mal en quelque sorte finalement, parce qu'ils n'ont pas conservé le pouvoir. Alors ça, c'est une première étape. Mais par la suite, sous la monarchie de Juillet, donc une fois que la monarchie bourbonienne a été renversée, sous la monarchie de Juillet, on a eu à nouveau une période d'efflorescence libérale entre 1830 et 1832, où les libéraux pur sucre tenaient le haut du pavé. Plusieurs projets relatifs à la liberté de l'enseignement et aux écoles libres ont été présentés entre 1830 et 1832, mais Guizot a renoncé à une politique franchement libérale en matière d'enseignement et il a créé une école primaire d'État monopolistique et centralisée sur le mode jacobin. Et c'est d'ailleurs, ça peut sembler paradoxal, parce que d'habitude, Guizot passe pour un parangon du libéralisme, ce qu'en fait, il n'était pas. Alors, on va revenir sur cet épisode effectivement très, très important de l'histoire de France. Bon, je vous laisse votre jugement sur le fait que l'université napoléonienne était le mal ou pas ou au contraire était un bien. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, vous soulignez à juste titre comment catholiques, monarchistes et finalement partisans de l'Empire étaient sur ce point d'accord quant à la conception plus ou moins monopolistique de l'État, alors que effectivement, ces acteurs de la Révolution de Juillet, hein, vous citez Barthes, Lascaz, Donou, Taillandier, Salverte, Laurence et Chassériau. Donc, qui tous proposent une conception nouvelle de l'école. Alors, je la résume en vous citant. Nonobstant leurs différences, tous donnent toute liberté aux particuliers et aux associations éducatives pour fonder des établissements et recruter leurs maîtres, soumettent le contrôle des écoles privées et publiques aux seuls pouvoirs locaux, c'est-à-dire au comité d'arrondissement, comité cantonal ou commune suivant les cas. Enfin, l'État et ses services déconcentrés ayant pour seules attributions le contrôle de la qualification et de la moralité des enseignants. Alors, on voit bien que là, on est dans un système qui est tout à fait aux antipodes et de la conception révolutionnaire de Lepelletier de Saint-Fargeau, et de la conception jésuite d'Ancien Régime, et en même temps de la conception napoléonienne. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette conception libérale ? Est-ce qu'elle est autonome ou est-ce qu'elle n'est pas un peu sous l'influence anglo-saxonne ou britannique ? Pourquoi est-ce qu'elle est clos comme ça d'un seul coup spontanément dans les années 1825-1830 ? Et comment expliquer qu'elle n'est pas davantage percée ? Pourquoi est-ce que Guizot ne la reprend pas ? Guizot ne la reprend pas parce que il est persuadé que l'ordre nouveau institué par la Révolution et sanctionné par la monarchie de Juillet ne pourra se maintenir de façon satisfaisante, ne pourra durer que s'il est encadré sérieusement par l'État. Il pense que cet ordre laissé à lui-même est voué à la décomposition, est voué à l'éclatement, à la dispersion, à la division sociale, à l'émiettement, à l'atomisation de la société, et que par conséquent, pour assurer sa pérennité, pour assurer sa durée, il lui faut un encadrement résolu de l'État. Guizot, qui est libéral, est étatiste dans cette approche de l'école. Mais Guizot n'est pas tellement libéral, hein, finalement. On le présente toujours comme un parangon du libéralisme, comme je le disais à l'instant, mais en fait, il n'est pas... Il l'est d'un point de vue économique. Enrichissez-vous par les vertus de l'épargne et du travail. Il l'est au plan économique. Encore que, il ne faut pas oublier qu'en 1842, lorsqu'il est président du Conseil sans le titre et qu'il a voté la loi des chemins de fer, il fait voter une loi qui accorde une part très importante à l'État. Il faut quand même pas l'oublier. Il n'est pas à ce point favorable à la libre initiative économique. Mais admettons qu'il soit libéral du point de vue économique, mais il ne l'est pas du tout du point de vue politique.
en matière politique, il se situe dans la lignée des grands ministres de la monarchie, de l'Ancien Régime, comme Colbert, comme Louvois, comme avant eux Vergès, Richelieu, comme il se situe dans la ligne, voilà, de ces grands ministres qui croient en l'autorité de l'État et qui croient en la nécessité d'un État fort. Et en matière d'enseignement, Guizot croyait en la nécessité d'instituer, de faire assurer l'éducation du peuple par une institution scolaire d'État monopolistique, centralisée et assurée par des fonctionnaires. Il n'était pas du tout libéral. Et d'ailleurs, alors c'est pour ça que Guizot met fin à l'efflorescence libérale des années 1830-1832. Il prend ses distances avec la Société pour l'instruction élémentaire à laquelle il avait pourtant appartenu. Il organise une école primaire d'État centralisée et en matière de pédagogie, il opte pour le mode simultané d'enseignement, c'est-à-dire le mode magistral et impositif des frères des écoles chrétiennes, et non pas pour le mode mutuel d'enseignement d'origine anglo-saxonne, d'origine anglaise, lui, et qui se caractérisait par le fait que le maître accordait des délégations importantes à de grands élèves qui étaient des moniteurs et qui constituaient des relais entre lui et les élèves. L'ancêtre de notre tutorat. Voilà l'ancêtre de notre tutorat. Eh bien, Guizot opte contre ce mode mutuel, il le chasse graduellement des écoles et il impose pour les écoles publiques d'État le mode simultané des frères des écoles chrétiennes, le mode simultané, c'est-à-dire qu'on a un maître qui enseigne simultanément, d'où le nom simultané, qui enseigne à une classe la même chose à tous les élèves simultanément, et il y a des élèves qui sont des auditeurs passifs. Voilà, en fait, je dois dire que, pour être très exact, que ça, c'est un peu l'idée toute faite que Guizot avait des frères des écoles chrétiennes, parce qu'en fait, les frères des écoles chrétiennes, quand on étudie leur œuvre de près, on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas si magistraux que ça et qu'ils laissaient quand même, qu'ils pratiquaient assez peu le cours magistral et qu'ils discutaient abondamment avec leurs élèves. Mais enfin, Guizot avait cette idée-là de leur enseignement. Et donc, Guizot institue une école primaire d'État. Il marginalise les écoles libres, la liberté de l'enseignement est reconnue, mais les écoles libres sont sérieusement contrôlées par l'État. Et Guizot, de ce point de vue-là, n'inaugure absolument pas une ère libérale. Et je dois dire d'ailleurs que, de ce point de vue-là, il s'inscrit en continuité avec la politique de la Restauration, puisque le 29 février 1816, Louis XVIII avait promulgué une ordonnance, l'ordonnance de cette date, qui organisait l'enseignement, qui préconisait la liberté de l'enseignement, mais dans laquelle, en fait, cette liberté est rigoureusement encadrée. D'ailleurs, sur les 42 articles de cette ordonnance, 38 sont consacrés au pouvoir de l'État et 4 seulement aux initiatives et aux libertés des associations. Donc, ce que je dis, c'est qu'en France, la France n'a jamais été la terre d'élection de l'école libre. Au contraire, l'école libre, l'école libérale a toujours été une exception. Il y a eu des mouvements d'efflorescence entre 1815 et 1820, en gros, puis entre 1830 et 1833, mais c'est tout. En fait, la France n'a jamais été un pays favorable à la liberté de l'enseignement. Vous écoutez Radio Courtoisie. Alors, je vous remercie de ce panorama extrêmement complet que vous nous donnez de la situation, même si, et du sens de la nuance que vous avez dans votre érudition, dans la présentation effectivement fine de ces questions. Bon, il y aurait sans doute quelques points à revoir, en tout cas sur la période ultérieure, mais précisément,
sur cette période 1830-1833, Guizot n'était pas un fanatique. Vous nous dites vous-même qu'il était il était un ancien membre de la Oui, société de l'école de l'instruction élémentaire. Il avait connu donc tous ces partisans d'un modèle à l'anglo-saxonne extrêmement libéral où les parents sont libres de choisir et leur école et la pédagogie et l'enseignement avec le système la méthodologie, le système d'enseignement mutuel. Pourquoi est-ce que Guizot revient et finalement très résolument de cette vision très libérale? Est-ce que c'est pour des raisons, j'allais dire, de base politique politicienne, ou est-ce que c'est parce que sur le fond, il s'aperçoit que cette conception de l'enseignement conduit directement à l'anarchie ou au oui, libertarisme, va mais créer une société ingérable? c'est précisément ça. Il s'aperçoit il a toujours été convaincu que une liberté totale de l'enseignement conduisait à l'émiettement de la nation, alors que cette nation, il fallait la consolider. Et il était persuadé que l'ordre social et politique institué par la Révolution française et l'Empire était encore bien fragile, bien incertain, et que pour le renforcer, que pour le consolider, il fallait une action résolue, une action forte de la part de l'État. Et au niveau de l'éducation, une instruction publique dispensée par des maîtres fonctionnaires dépendants de l'État et employés par une institution unique dirigée par le ministère. Alors, je vais plus loin dans mon analyse, parce qu'on a le sentiment que tout de même que cette conception libérale ou libertarienne, elle va revenir par vague dans l'histoire de Oui, France. mais elle revient toujours par vague, mais ça ne dure jamais Oui, longtemps. mais Elle a- précisément, oui. tout de même, revenons sur quelques épisodes, parce que c'est un élément important pour comprendre une partie du débat contemporain. On sait bien aussi que, à travers les réformes de Luc Châtel, aujourd'hui, on a toute une réflexion sur les pouvoirs supplémentaires qu'on donne aux proviseurs, sur la liberté de l'enseignement pédagogique. On a eu aussi tout un épisode après 68, révolution à la fois gauchiste et libertaire, qui disait qu'il ne fallait pas envoyer ses enfants à l'école, que l'école était un système militariste qui était destiné à soutenir le pouvoir de classe des bourgeois. Les libres enfants de Somerville, ça existait. L'idée que l'enfant justement construit lui-même son savoir et que il fallait rien apprendre à l'enfant parce qu'on allait le traumatiser. Hein. On a entendu ça dans les années 70, 75. Arrête de dire ça, tu vas traumatiser cet enfant. Combien de parents du milieu gauchiste ou bobo n'ont-ils pas dit cela à leurs enfants? Tout savoir devenait une sorte d'expression fasciste d'une autorité nécessairement tortionnaire, et la discipline elle-même était du côté en fait du mal et non pas Oui. du côté de l'émancipation. Donc on voit bien que ces épisodes reviennent, en tout cas dans notre histoire récente, sur le devant de la scène, et que on a régulièrement aussi à travers la question de l'échec du système de l'éducation nationale, l'efflorescence aujourd'hui de toutes les tentatives pour favoriser des écoles libres ou des écoles créées directement par les parents sur le modèle américain. En quoi ces modèles s'inscrivent-ils dans la continuité de cette tentative de 1830? En quoi sont-ils en rupture avec l'histoire profonde de la France? En quoi sont-ils dangereux? En quoi sont-ils bénéfiques aujourd'hui pour les petits-enfants français? Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que ces modèles apparaissent de façon, ils apparaissent à période régulière dans l'histoire de France. En 1815, en 1830, beaucoup plus tard, en 1900, dans les années 60. Dans les années 20 aussi, un Oui, petit peu peut-être avec mais Freinet. oui, tout à fait. Mais ils sont en contradiction profonde avec la logique de notre histoire nationale, qui est totalement structurée par l'État. Hein. Et maintenant, pour en revenir à Guizot, il faut bien, comme je vous le disais, Guizot était loin d'être un libéral, en fait. Il était un libéral politiquement, effectivement, mais il était un libéral, économiquement, mais du point de vue des institutions, il n'était pas libéral du tout, Guizot. C'était,
il se situait, comme je vous l'ai dit, dans la lignée des grands ministres de la monarchie, Guizot. Ça, je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie l'ont bien compris, mais je renouvelle ma question. Peut-être est-ce une manière aussi de vous faire prendre part directement au débat. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans cette conception libérale ou ultralibérale ou libertaire, parce qu'évidemment, il y a des nuances dans ces différentes formes de conception de l'éducation, vous paraît, j'allais dire, sain ou positif lorsqu'on propose de remettre aux parents la liberté d'enseigner à leur guise aux enfants, de créer des écoles comme ils le souhaitent, de choisir leur maître, leur proviseur? Qu'est-ce qui est éventuellement dangereux pour la société? En quoi est-ce que ça pourrait donner une sorte de second souffle à notre système éducatif? Ou en quoi est-ce qu'au contraire, ça risquerait de nous conduire à une sorte d'anarchie où on aurait des écoles mahométanes, des écoles de mormons, des écoles talmudiques, des écoles où chacun apprendrait sa conception à lui de la biologie, de l'histoire de France, et où il n'y aurait plus aucune possibilité de faire une histoire commune et une société commune? Oui, je ne pense pas qu'il y ait un grand risque d'anarchie dans la mesure où notre système scolaire et universitaire actuel est complètement déliquescent et divisé. On parle par exemple de la valeur nationale des diplômes. On sait très bien que cette valeur nationale n'est qu'un vain mot, que les diplômes n'ont pas, même identiques, même juridiquement identiques, n'ont de fait pas la même valeur d'une académie à l'autre, d'un établissement à l'autre, d'une filière d'études à l'autre, etc. Donc pour vous, il y a un ordre apparent, mais qui cache une Oui, grande anarchie. Oui, un ordre apparent qui recouvre mal, d'ailleurs, une profonde anarchie, une profonde déliquescence. Donc je ne pense pas qu'il y ait un grand risque d'anarchie. Maintenant, ce que je pense aussi, c'est que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons relever notre système d'instruction et d'éducation, il faut en passer par sa libéralisation, parce que, à mon avis, tout le mal vient vient de cette constitution d'un système d'instruction et d'éducation monopolistique et centralisé. C'est de là qu'est venu tout le marasme actuel, le marasme dont nous souffrons aujourd'hui, dont les élèves, les étudiants et les enseignants eux-mêmes souffrent. Et le seul moyen d'en sortir, c'est de rompre avec ses origines, de rompre avec ce système lui-même. Si on s'inscrit dans l'acceptation d'un système d'enseignement centralisé, dépendant de l'État, à ce moment-là, on n'en sortira jamais. On pourra opérer toutes les politiques qu'on voudra, jamais on ne résoudra durablement aucun problème. Je pense que la liberté est quand même quelque chose de fondamental. Puis comme le dit Philippe Nemo dans un article ancien, c'est un article qui remonte à une dizaine d'années dans École et Liberté, le premier numéro de l'École et Liberté. Après tout, nous vivons dans des sociétés fondées sur les libertés publiques et les libertés de l'individu, et on se demande pourquoi les gens ne seraient pas libres de choisir leur enseignement pour leurs enfants, le mode d'enseignement qui leur convient, leur école, leur maître, etc. Ça, il y a quelque chose de... Il faut quand même... Philippe Nemo rappelle qu'au moment où Napoléon créait l'Université de France, au moment même où il le faisait, il supprimait la liberté de la presse. Alors, on va revenir, évidemment, il y a une grande opposition que vous soulignez très justement entre une conception libérale à l'anglo-saxonne et puis la conception ou napoléonienne ou monarchiste à la française. Bon, on doit tout de même rappeler pour la situation contemporaine qu'il existe une certaine liberté de l'enseignement en France. On a soit un système public d'éducation nationale, on a un système privé sous contrat qui fonctionne selon la loi de Debré de 1959, et puis on a un système privé hors contrat. On peut aujourd'hui créer une école librement. Évidemment, on n'est pas soutenu par l'État. On doit respecter un certain nombre de clauses, j'allais dire, autant au niveau de la sécurité que de la qualité de l'enseignement. Mais
on peut tout à fait créer aujourd'hui des écoles hors contrat. Oui, mais le problème, c'est que ce système d'enseignement entièrement libre, non contractuel, est très minoritaire en France et que... Oui, mais on peut se demander pourquoi il est Oui, minoritaire, justement, j'y viens. Nous avons une culture historique et une culture d'État telle que la liberté de l'enseignement n'est pas perçue comme quelque chose dans lequel les particuliers souhaitent s'investir. Les gens veulent bien de l'enseignement privé, veulent bien éventuellement confier leurs enfants à l'enseignement privé, mais on trouve peu de gens intéressés par la fondation d'une école privée. Ça ne fait pas partie de notre culture politique, de notre culture historique. Nous sommes une nation construite dès le début de toutes pièces et de part en part par l'État. Et la liberté de l'enseignement nous est profondément étrangère. D'ailleurs, la liberté d'entreprise en général, libre entreprise, nous est assez étrangère, mais a fortiori dans le domaine de l'enseignement. Maintenant, en ce qui concerne l'enseignement privé contractuel, comme dit Anne Coffinier, il n'est qu'un délégataire du service public. C'est une excroissance de l'éducation nationale, finalement. C'est une annexe de l'éducation nationale. Alors, on peut le lire, évidemment, vous avez raison de souligner qu'il y a une très grande similarité aujourd'hui entre l'enseignement privé sous contrat et l'enseignement public. D'abord parce que les enseignants qui enseignent dans l'enseignement privé sous contrat sont formés dans les UIFM, reçoivent le même moule instructif, doivent satisfaire au même programme, font l'objet d'inspections, et puis parce que effectivement la structuration même des cours, la nature de l'enseignement est sur le même modèle. On peut dire en même temps que, à la limite, si cet enseignement libre sous contrat s'est calqué sur le modèle du public, c'est parce qu'il l'a voulu, parce que les évêques ont renoncé à toute dimension, j'allais dire, véritablement confessionnelle ou à donner une spécificité à leur établissement, parce qu'ils ont été bien contents aussi, en échange, d'avoir les subsides de l'État, de toucher l'argent pour refaire les locaux, pour payer les enseignants. Donc ça a été une sorte de pacte tacite entre une partie des partisans de l'école libre ou de l'école confessionnelle et puis l'État français. Chacun y a trouvé son compte dans cette affaire. L'aspect financier a été absolument déterminant. Il faut souligner le fait que à la fin des années 40 et durant toutes les années 50, l'état financier des établissements privés était absolument catastrophique. Effectivement, l'enseignement privé était complètement en faillite. C'est une situation qui était déjà ancienne. Il avait d'importantes difficultés budgétaires, d'importantes difficultés financières avant la guerre déjà. Avant la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a eu une manne inespérée de l'État français, du maréchal Pétain, des dotations très importantes, versées d'ailleurs non pas par le ministère de l'Instruction publique, mais par le ministère de l'Intérieur. Donc ça veut dire que sous le régime de Vichy, sous l'État français, on a eu un effort très important en faveur de l'école privée. En faveur de l'école privée, oui, totalement. Des subventions très importantes, des dotations très importantes assurées par le ministère de l'Intérieur. Mais la guerre a pris fin, la libération est arrivée, et cette aide très importante n'a pas été reconduite par la suite. Et la situation financière de l'enseignement privé dans les années 50 était absolument catastrophique, si bien que quand Pierre-Olivier Lapie, parlementaire socialiste pourtant, a proposé cette réforme cette contractualisation volontaire de l'enseignement privé, qui est devenue plus tard la loi Debré. L'enseignement libre a sauté sur l'occasion pour se sauver. C'était un peu la bouée de sauvetage. Et puis, comme vous le disiez, il y a aussi le fait que l'Église catholique a profondément évolué et le caractère, les évêques, les autorités de l'Église catholique française ont accordé moins d'importance qu'autrefois au caractère strictement confessionnel de leurs écoles, effectivement.
Vous écoutez Radio Courtoisie. Mais alors, précisément, nous pouvons revenir sur cet aspect parce que ils ont peut-être beau jeu, c'est un argument facile, mais c'est un des arguments mis en avant par les partisans de l'école républicaine, qu'ils soient dire républicains ou pédagogistes, en tout cas les partisans de l'école unique, pour s'opposer justement à cette libéralisation, d'ailleurs qu'ils assimilent un peu hâtivement à une privatisation de l'enseignement. Il y a deux arguments majeurs. Le premier argument, c'est un argument de classe qui consiste à dire « Ah, vous allez réintroduire une école pour les riches », qui sera opposée à une école pour les pauvres. On sera sur le modèle américain d'une société à deux vitesses, Oui. avec des gens riches qui peuvent se payer l'école privée avec des bons maîtres, des beaux locaux. Et puis, il y aura une école de la plèbe pour les miséreux où on aura toutes les minorités, on aura la violence, on aura le racket, et puis des enseignants sous-payés qui seront démotivés, etc. Première objection. Deuxième objection, peut-être plus pertinente encore, vous allez introduire le communautarisme en France. C'est-à-dire que si vous permettez un accroissement trop important de la liberté de créer des écoles, de la liberté d'enseigner, vous allez avoir des écoles coraniques, vous allez avoir des écoles talmudiques, vous allez avoir des écoles pour les témoins de Jéhovah, vous allez avoir des écoles pour les adorateurs de l'oignon, pour les mormons. Et puis donc, on aura des établissements dans lesquels certains enfants n'auront jamais entendu parler de Molière ou de Voltaire ou de Victor Hugo, d'autres n'auront jamais entendu parler de Charles de Gaulle, d'autres n'auront jamais entendu parler de Darwin, de la biologie, on leur aura enseigné des théories fantaisistes sur le fonctionnement de l'être humain, sur la reproduction, sur pourquoi pas les mathématiques ou la naissance du globe, en expliquant que tout ça a été fait il y a 6000 ans. Que répondre à ces personnes qui pointent du doigt le risque soit de communautarisme, soit de fondamentalisme, soit de clanisme? Finalement, on va reproduire des systèmes de clans, de ghettos. Non, mais je crois qu'on exagère beaucoup, qu'on cherche à tout prix à effrayer les gens en faisant croire que l'enseignement libre, l'éclosion possible de l'enseignement libre correspondrait à un émiettement spirituel et moral de la nation, à une division de la nation. On peut dire qu'elle a déjà lieu aujourd'hui. Oui, elle est déjà réelle. Oui, et justement, il faut s'interroger actuellement. Les communautarismes existent, les querelles de clans, de confessions, de classes, de corps, etc. existent, mais est-ce qu'ils existent parce qu'on n'a pas fait assez d'écoles uniques ou parce qu'on l'a mal faite? Ou est-ce qu'on ne favoriserait pas encore davantage leur existence si on généralisait la liberté de l'enseignement? Une des raisons de leur éclosion actuelle tient précisément, selon moi, à l'inaptitude de la République et de l'école républicaine à assurer un consensus aujourd'hui. Par exemple, si tant d'enfants d'origine arabo-musulmane sont tentés par le communautarisme actuellement, c'est parce que l'idéal laïque de notre école républicaine leur paraît aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, absolument incompréhensible. Il leur paraît incompréhensible qu'on leur demande à leur entrée à l'école de se dépouiller de tout ce qui fait leur ethos, de tout ce qui fait leur culture, de tout ce qui fait leur être, pour devenir des êtres de raison pure, intégrés à un idéal d'une humanité universelle et laïque. Alors moi je pense qu'il y a une impuissance de l'école républicaine et de l'idéal républicain actuel à cimenter durablement la société. Alors, bon, c'est une réponse, mais qui nous ramène à une autre problématique absolument capitale pour comprendre le malaise de l'école, le drame de l'école aujourd'hui. C'est évidemment la grande spécificité française qui est la question de la laïcité, c'est-à-dire la question de la séparation de l'Église et de l'État. On sait qu'effectivement, vous l'avez souligné, l'école, dans sa configuration actuelle, a partie liée avec l'affirmation de la République, mais tout de même, ça c'est peut-être une petite critique ou une forte critique qu'on peut apporter à votre ouvrage. Il y a un épisode ou une série d'épisodes fondamentaux sur laquelle vous revenez assez peu, enfin en tout cas en nombre de pages dans votre ouvrage, qui est par ailleurs très très complet.
c'est quand même cette grande période 1880-1905. Charles Péguy, dans L'Argent en 1913, dit « La France a plus changé en 30 ans, de 1880 à 1910, qu'elle n'avait changé depuis 2000 ans. » Montrant par là comment, selon lui, la vraie rupture, c'est pas 1789, c'est 1880. Or, cette question de la lutte anticléricale, de la haine contre l'Église, l'expulsion des congrégations, il faut le rappeler quand même, en 1880, on a interdit les ordres religieux, on les a chassés en 1886, on a supprimé le principe du certificat, on a introduit ce principe du certificat qui interdisait justement aux enseignants non conformes de continuer à enseigner. Et puis pour terminer, la loi Combes. Et puis la loi Combes, 1901, la loi sur les associations, donc qui interdit en fait toutes les associations non reconnues, donc c'est l'interdiction des congrégations. Et puis pire que ça, 1905-1906, la quasi nouvelle constitution civile du clergé quasiment, la querelle des inventaires et la séparation de l'Église et de l'État. Tout ça s'est fait quand même en 25 ans avec une méthode, une efficacité, un systématisme incroyable. Et en 25 ans, le paysage éducatif a totalement changé, alors qu'avant 1880, l'essentiel de l'éducation des petits Français était assuré par des grands ordres religieux, par des systèmes d'élite, vous nous avez rappelé, jésuites, oratoriens, dominicains, salésiens. D'un seul coup, toute l'éducation de la jeunesse française est assurée par l'État, quasiment. Et ça va donner lieu, tout au long du XXe siècle, à la revendication de l'école unique. Oui, absolument. Donc, pourquoi ce silence dans votre livre sur cette question? Qu'est-ce qui, selon vous, est déterminant dans cet épisode pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans le débat sur l'école? Oui, effectivement, comme vous le rappeliez, bon, il y a eu toute une période, disons 25 ans, de l'expulsion des congrégations en 1880 jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État en 1905, qui se manifeste par une sécularisation totale de l'enseignement, oui, effectivement. Et vous dites que ça a donné lieu plus tard à la revendication de l'école unique. Oui, dans une certaine mesure, mais cette revendication de l'école unique ne tient pas seulement à ce processus de sécularisation qui s'est déroulé sur 25 ans, de 1880 à 1905. Il tient aussi au fait que cette revendication a été préparée de longue date par l'existence d'un système d'enseignement, un système scolaire caractérisé par une dichotomie entre l'université de l'élite régie par un enseignement classique et un enseignement populaire, une école primaire populaire, et de ce fait, par la conception de l'ouverture de l'enseignement comme une unification du système scolaire et un élargissement à toute la population d'un enseignement de type aristocratique. Je pense que c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, et vous le faites de façon très cultivée, c'est que quelque part dans votre présentation, vous reprenez quasiment à la lettre un certain nombre des thèses de Pierre Bourdieu. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'abord que l'école est un système à reproduire, c'est de son grand ouvrage La reproduction. C'est ensuite un système de distinction. On distingue entre les élus et les réprouvés, entre l'élite et le peuple, entre ceux qui ont ces nouveaux titres de noblesse et puis ceux qui font partie de la roture. Et puis finalement, c'est un système effectivement de capitalisation symbolique, ce que Bourdieu appelle la noblesse d'État. On joue non pas sur un capital financier, mais sur un capital symbolique qui, effectivement, introduit des signes de reconnaissance entre soi, entre gens qui font partie de ce beau monde qu'aujourd'hui on appelle les bobos, les enseignants des centres, toutes ces catégories de classe moyenne supérieure des centres-villes, qui, évidemment, ne font partie ni du monde de l'artisanat, ni encore moins du monde des faubourgs et de la classe ouvrière. Mais est-ce que ce n'est pas une lecture un peu trop de classe qui nous masque, malgré tout, la violence, justement, de cet épisode d'éradication, pour le coup révolutionnaire ou radicale, la politique de Clémenceau, la politique du père Combes, la politique de Ferry, qui
qui est vantée d'ailleurs par ces mêmes classes moyennes qui sont très fières de se reconnaître dans la politique de Ferry, mais qui s'est quand même traduite par l'expulsion de 40 000, voire 50 000 religieux et religieuses en France, par la fermeture de tout un ensemble d'établissements, des établissements d'ailleurs que la République s'est empressée de reprendre pour son compte. La plupart des palais nationaux, je le rappelle, sont d'anciens couvents ou d'anciens monastères. Donc il y a tout de même là quelque chose d'extrêmement hypocrite dans l'histoire de France, où on a expulsé toutes ces congrégations qui ont fait la formation intellectuelle d'une partie de nos élites. Je le rappelle, Voltaire, Hugo, Robespierre sont tous sortis d'écoles tenues par des religieux. Et puis, alors qu'on a prétendu, au nom de la République, faire de ces figures les symboles, même les pères fondateurs de la République ou les grands esprits qu'on honore au Panthéon, eh bien, on a chassé ceux qui les avaient formés. Oui, alors je voudrais rebondir sur deux notions que vous avez citées, deux notions bourdieusiennes. Une notion générale, celle de reconnaissance, et une notion bourdieusienne, celle de distinction. Bon, l'école républicaine, dès la Révolution française, a été constituée, entre autres choses, pour que soit reconnue la dignité de l'individu et la dignité de l'homme. Mais cette reconnaissance a été, du fait de l'assimilation de la dignité de l'homme à sa raison et de sa raison à son intelligence, cette reconnaissance a été identifiée à la distinction. C'est-à-dire, celui qui était reconnu était celui qui était capable d'acquérir le diplôme qui le distinguait des autres. Et de ce fait, il y a eu confusion entre deux registres finalement. Et on n'est jamais venu à bout de cette contradiction. Je pense au plan Langevin-Vallon. Langevin-Vallon, le plan de 1947, qui affirmait que la culture, qui distinguait entre la culture et la compétence technique, qui affirmait que la culture était faite pour permettre aux hommes d'être reconnus et elle devait unir les hommes, assurer l'unité du genre humain, tandis que la compétence technique était trop souvent ce qui les séparait. Seulement le problème, c'est que l'école républicaine, notre système scolaire, assimile cette reconnaissance par la culture à la compétence technique au sens large, au sens de spécialisation. Et de ce fait, eh bien, on a une contradiction et finalement une logique infernale qui fait que ne sont reconnus que les plus aptes à réussir scolairement. Alors, je vous remercie de citer effectivement ces deux figures majeures de l'époque contemporaine, qui sont Henri Vallon et Paul Langevin, donc tous les deux communistes, auteurs donc de ce plan Langevin-Vallon en 1947, qui va profondément marquer la structuration de l'école à partir du début de la Ve République, et puis qui va aboutir à deux épisodes extrêmement importants. En 1975, la loi Haby, création du collège unique, et puis 1984, la loi Savary, et pour l'université et en partie pour l'école, la volonté de créer une école unique. On sait que le projet va finalement avorter, on va avoir un nouveau compromis, une nouvelle tentative de paix sociale entre l'école privée et l'école publique, mais tout de même, cette volonté, elle est là très forte. Mais est-ce que, paradoxalement, vous n'oubliez pas à travers cela aussi toute une influence anglo-saxonne qui, dès la libération 1945, va se faire sentir et qui, justement, à travers les pédagogies de la Dewey, à travers tout ce que Hannah Arendt critique dans la société contre la culture, va tenter justement de mettre sur pied, en abolissant le cours magistral, en abolissant la culture générale et en laissant justement monter toute cet idéal relativiste et de la massification et de la démocratisation, où finalement l'enfant construit lui-même son savoir et tout enfant a le droit de finalement devenir bachelier, puis aujourd'hui licencié, si on écoute Madame Pécresse. Oui, mais bon,
Vous évoquiez les pédagogies modernes, Dewey, Rogers, etc. Bon, il faut distinguer entre ces pédagogies telles qu'elles se sont développées à l'étranger, notamment aux États-Unis, ou en Finlande, ou dans les pays du Nord, ou au Canada, et ces pédagogies telles qu'elles se sont développées en France. À l'étranger, ces pédagogies avaient simplement pour objectif de faire le maximum pour mettre le savoir à portée de tout le monde et pour permettre aux élèves des profils les plus divers, de caractères, de personnalités les plus diverses, d'origines les plus diverses, d'accéder au même savoir que les autres. Mais il n'y avait pas, il y avait un projet démocratique, effectivement, libéral et démocratique, mais il n'y avait pas un projet subversif. Alors qu'en France, ces pédagogies, telles qu'elles se sont développées, ont eu pour source d'inspiration des idéologies visant à construire une nouvelle société. Il ne faut pas oublier la devise des cahiers pédagogiques. Les cahiers pédagogiques ont pour devise, qui est toujours écrite en exergue de chacun de leurs numéros, changer la société pour changer l'école pour changer la société. Autrement dit, toute réforme de l'enseignement, toute réforme des méthodes et des pratiques pédagogiques est inspirée par un souci de construire une nouvelle société finalement, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Oui, alors là, je vous trouve, pardonnez-moi, cher Yves Morel, un tout petit peu complaisant, voire excessivement indulgent pour le système pédagogiste, notamment à l'américaine, parce que il faut quand même rappeler que les systèmes de pédagogie à la Dewey et autres ont fait du système scolaire américain sans doute l'un des pires qui puisse exister aujourd'hui. C'est le système dans lequel un bachelier, enfin quelqu'un qui sort du système secondaire des États-Unis est incapable de situer 3 villes en Europe. Et on a eu des désastres absolus. Enfin, aujourd'hui, l'école publique aux États-Unis est dans un état de déliquescence absolument effrayant, tant du point de vue de la culture que de la scientificité. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là tout de même quelque chose justement de dangereux? On le voit dans les tentatives qui sont faites, d'ailleurs, droite et gauche confondues, aussi bien Jack Lang que Luc Chatel en sont l'illustration d'appliquer ces méthodes anglo-saxonne en France en laissant justement l'enfant construire lui-même son savoir et du coup en détruisant et le socle culturel commun et l'idée même de culture générale. Je pense à l'analyse que font Laurent Jaffraud et Jean-Baptiste Rosy dans l'école des œuvrés. On voit bien comme que depuis 20 ou 30 ans, on a complètement fait disparaître la notion même d'œuvre de l'école. On n'enseigne plus aujourd'hui les œuvres de Molière. Corneille le cite, c'est totalement interdit parce qu'en plus c'est politiquement incorrect. Oui. Que faire pour redonner à l'école cette capacité de transmettre et de transmettre les œuvres et les chefs-d'œuvre notamment? Oui, c'est un grand problème, effectivement. Oui, le pédagogisme, le pédagogisme, il ne faut pas se le cacher, constitue un risque majeur pour l'éducation, pour la transmission des savoirs, c'est exact. Mais est-ce que cette déliquescence des écoles américaines dont vous parliez incombe totalement aux méthodes que vous citiez? Franchement, je n'en suis pas si sûr. Hein. Il tient aussi à ce que aux États-Unis se sont donné libre cours, se sont affrontés à propos de l'école, quantité d'associations qui chacune ont voulu imposer sa loi à l'école. Je pense que le mal vient de là essentiellement. Ça vient pour partie de l'application de ces théories, mais pour partie aussi des luttes entre les associations, hein, je pense. Yves Morel, vous nous avez donné une analyse extrêmement fine et détaillée des causes et des raisons pour lesquelles l'école aujourd'hui souffre de tant de difficultés. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La fatale perversion du système scolaire français, paru aux éditions Via Romana.
un ouvrage que l'on peut se procurer pour la modique somme de 24 €. Vous nous avez donné envie d'en savoir plus, bien évidemment, sur l'école. J'espère que nous aurons le plaisir d'approfondir à nouveau avec vous l'étude de cette thématique ô combien importante. À l'occasion d'une prochaine émission, je donne en tout cas rendez-vous aux éditeurs de Radio Courtoisie dans 4 semaines.